Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h en cette jolie date parallèle qui n'aurait pas déplu à James Bond le 07 aujourd'hui, même le 7 juillet. Et dans notre émission, ce soir, on va être dans l'air du temps puisque nous allons parler de tourisme car les vacances scolaires ont démarré et avec elles ont démarré la saison touristique dans notre région. C'est l'occasion pour nous de dessiner déjà quelques tendances sur l'été à venir avec notre invitée Sophie Saramito, c'est l'élu régional en charge du tourisme. Et puis on va vous parler de Repair Café, ça aussi c'est un petit peu la mode du réemploi, où on lutte contre le tout jetable, où on va réparer ces objets défectueux. Et un Repair Café, ça tombe bien, il y en a un ce soir, c'est au café Mon Oncle à Nantes. On va en parler avec notre invitée Christine Kessler. Et puis on fera aussi un petit détour, non pas du côté de chez Swan, mais du côté du Pèlerin pour le Dubcom Festival qui démarre le 10 juillet. Voilà le programme de notre émission. Restez avec nous, ça démarre tout de suite. Vous l'aurez remarqué, depuis vendredi dernier, les vacances scolaires ont démarré et la saison du tourisme aussi démarre. Et on a choisi ce soir de s'intéresser à ce qui se passe chez nous, dans notre région Pays de la Loire, avec notre invitée Sophie Saramito. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Comme je le disais, vous êtes vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire en charge du tourisme, ce qui tombe plutôt bien pour parler de tourisme. Avant même de parler des tendances de cet été 2015, c'est peut-être bien de faire un peu un état des lieux et de dire ce qu'est le tourisme aussi en Pays de la Loire. On a quelques chiffres. Il y a 18 millions de visiteurs par an dans notre belle région. On voit les chiffres, ce qui en fait la 6e région touristique de France, avec un chiffre d'affaires plutôt important, 7,6 milliards d'euros. C'est le 2e secteur de l'économie dans notre région, après l'agroalimentaire, 48 400 emplois directs. Voilà, donc on se dit, c'est quand même un poids lourd pour nous, le tourisme. Tout à fait, c'est une économie essentielle. D'ailleurs, elle fait bien partie au niveau de la région d'une activité économique. Donc c'est une filière qu'on accompagne en tant que telle et on le voit bien, la valeur ajoutée est extrêmement importante, vous l'avez dit, en nombre d'emplois. On parle souvent de l'industrie, on parle souvent de l'agroalimentaire, on l'a mis en référence parce que ça marque fortement les consciences, j'ai envie de dire, dans notre région. Mais effectivement, le tourisme, c'est un fort potentiel d'emploi. Et bonne nouvelle, nous sommes plutôt une région qu'on dirait non mature, c'est-à-dire qu'il y a encore du potentiel pour développer son attractivité. Il y a encore de la marge de manœuvre. Absolument. Mais on est dans une tendance un peu à la hausse à ce niveau-là, au niveau tant en termes de fréquentation qu'en termes de poids économique, ou c'est plutôt stagnant ces dernières années ? Alors, on a des gros vecteurs structurants. On pourra en reparler, le vélo notamment, toutes nos villes qui ont beaucoup travaillé pour se mettre en valeur, bien sûr Nantes, on est ici à Nantes, mais on va retrouver Angers, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Laval, le Saumurois aussi. Donc on a effectivement un tourisme urbain, un patrimoine extraordinaire, un patrimoine historique, un patrimoine naturel, le Val-de-Loire, je pourrais y revenir. Et puis que bien vous connaissez bien aussi en tant qu'élue saumuroise. Tout à fait. Et puis bien sûr le littoral avec on va sa revenir diversité. un peu sur chacun de ces points, mais bon, la tendance elle est quand même à la hausse ou pas alors ? Est-ce que c'est un secteur qui est La tendance est que notre région est mise en valeur du point de vue touristique. C'est-à-dire que d'un point de vue national, il n'y a pas que Paris aujourd'hui qui soit en capacité de vendre la France. Nous travaillons avec Atout France, qui est la grande agence nationale du développement touristique, et notre région est regardée de très près sur ses capacités justement à apporter une vision d'une destination nature à travers notamment le Val-de-Loire, mais qui associe ce patrimoine historique avec ses châteaux et qui associe aussi un élément très important, vous serez d'accord avec moi, pour tous les Ligériens et tous les habitants des Pays de la Loire, c'est le vin, bien sûr, le vin du Val-de-Loire, qui est un atout très important. Avec le no-tourisme. Alors, vous l'avez dit, il y a plusieurs axes, et notamment le littoral. Ça reste quand même aussi la destination phare pour les touristes en Pays de la Loire. Ils vont d'abord sur les côtes. Alors, effectivement, nos deux départements, on va dire, majeurs en matière d'attractivité touristique, c'est tout d'abord la Vendée, il faut bien le dire, avec des plages très familiales qui attirent beaucoup, des grandes plages, voilà, on le voit, plutôt en Loire-Atlantique. Peu dangereuses. Bon, il y a quand même une correspondance aussi avec la Loire-Atlantique. Et puis, évidemment, la côte de Loire-Atlantique, avec ses deux aspects, l'aspect plutôt sud-Nantes, et puis l'aspect plus au nord de Nantes, avec les marais salants,
Oui. avec Guérande, avec la Baule, bien sûr, hein, très connue, qui est une grande destination. Donc, on a effectivement une très forte attractivité sur notre littoral. Une attractivité, d'ailleurs, il faut bien le souligner, plutôt assez nationale. Et c'est là où nous avons à poursuivre un travail important avec les territoires de la côte, notamment pour renforcer notre attractivité de ce littoral comme une destination également internationale. Alors, on le dit quand même, c'est 40% du chiffre d'affaires régional. Le littoral, ça représente à peu près ça. En sachant que c'est aussi, avant tout, aussi un marché de résidences secondaires. Ça, c'est intéressant. Oui, bien sûr, puisque on le sait bien, hein, une partie de ces communes de la côte, de ces destinations balnéaires, sont composées de maisons de famille. On y vient l'été, on y accueille les amis, les enfants, les petits-enfants. Donc, on a effectivement une économie résidentielle très importante. On a aussi une offre, il faut bien le dire, en Vendée, en Loire-Atlantique, d'hôtellerie de plein air très importante et de très grande qualité. Donc, on a parle aussi... de camping quand on dit hôtellerie de plein air, notamment. Alors, oui, on parle de camping, mais vous savez bien que l'hôtellerie de plein air, aujourd'hui, c'est fortement diversifié. On y retrouve des bungalows, on va y retrouver tout un tas de formes d'hébergement, finalement. Cabanes, des yurts, toutes ces absolument, choses-là. voilà. On peut les louer à l'année, on peut y avoir même des lieux en permanence. Donc, on a effectivement beaucoup de formes et c'est une très forte attractivité, cette fois-ci notamment pour aussi une clientèle britannique, néerlandaise, belge. D'autres habitudes aussi, oui. Voilà, c'est là où on va retrouver nos voisins européens qui viennent beaucoup sur nos plages. Alors le camping, c'est toujours aussi un peu celui qui s'en sort le mieux de saison en saison. Même sur le bilan de la touristique de l'année dernière, c'était le camping qui s'en sortait mieux par rapport à l'hôtellerie. C'est aussi la tendance qui s'annonce pour cette année. C'est le camping en termes de réservation, c'est ce qui marche le mieux quand même. Alors, c'est vrai que... C'est ce qui connaît moins la crise, on va dire. C'est vrai que le camping attire les Français, attire les clientèles étrangères, notamment nos voisins, il faut bien le dire. Les campings se sont beaucoup modernisés, ils ont beaucoup investi, ils ont une offre diversifiée. Ils ont, j'ai envie de dire, compris beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on va au camping, on a les animations pour les enfants, on a les animations en soirée, on a l'épicerie. Donc c'est une, comment dire, une décision relativement simple que font les touristes d'aller réserver dans un camping. On se retrouve avec d'autres, les enfants sont occupés, c'est une destination de famille. C'est un lieu de résidence facile et plutôt distrayant. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que l'hôtellerie de plein air s'en sort plutôt pas mal. On a aussi cette année, il faut bien le dire, avec une conjoncture de crise quand même, qui reste là, présente, très sensible. On a aussi, on le sait, sur le plan international, un certain nombre de lieux en crise aussi, sur lesquels les destinations sont plus complexes. Je pense bien sûr au Maghreb, au Moyen-Orient. Donc, les Français vont plutôt... D'abord, ils ont envie d'aller en vacances cette année, ça, tout le monde l'a dit, on le vérifie, et ils vont plutôt choisir la France. Donc, c'est les pays de la Loire peuvent un peu tirer leur épingle du jeu. Moi, je pense que c'est quand même un point qu'il faut relever. On se dit que c'est un secteur, relever. Du coup, le camping qui résiste bien aussi à la concurrence que sont aussi aujourd'hui, par exemple, les sites comme Airbnb, la location de particulier entre particuliers. Est-ce qu'ils résistent mieux par rapport aux hôtels, par exemple, qui, eux, souffrent plus de cette concurrence-là aujourd'hui ? C'est vrai que l'hôtellerie aujourd'hui subit de plein fouet une concurrence qui était inimaginable encore il y a quelques années. La question du tout numérique, de la modification de comportement de chacun d'entre nous d'ailleurs, pour réserver est quand même un élément extrêmement important. Donc aujourd'hui, on est dans une étape où il va falloir sans doute franchir des caps, sans doute modifier des façons de faire. Bon, on a en même temps une hôtellerie, là aussi, qui s'est beaucoup renouvelée dans le sens de sa modernité et de son adaptation aux normes. Vous savez qu'il y a un certain nombre de normes, donc il y a des efforts importants qui ont été faits, mais il est vrai qu'aujourd'hui, l'offre étant quand même assez pléthorique, les jeunes générations ont aussi cette facilité avec un téléphone de réserver très rapidement, donc on va avoir accès finalement à des formes de réseau et à des plateformes de commercialisation qui n'étaient pas celles des hôtels auparavant. Alors, il y a toutes ces réflexions-là qui sont portées au niveau national, au niveau régional. Et que vous accompagnez aussi en tant que région auprès des professionnels pour...
Absolument. C'est le cap aussi de la numérisation, évidemment. On a parlé aussi du vélo. C'est vrai que c'est un axe très fort aussi pour la région, puisque première région de France en termes de kilomètres pour les véloroutes, 2500 kilomètres en Pays de la Loire de pistes cyclables. C'est aussi un axe fort qui se développe d'année en année. Alors, effectivement, on a pris de l'avance grâce à la Loire à vélo, il faut bien le dire. On a ensuite la Vélodyssée qui a été inaugurée dès 2012, et puis maintenant la Vélo française. Sur le littoral. Voilà, alors la Vélodyssée, c'est vraiment jusqu'à Hendaye, de Roscoff jusqu'à Hendaye, en passant bien sûr par chez nous. C'est vraiment cet itinéraire qui nous permet de longer toute la côte atlantique. Donc, on a 2 axes structurants majeurs. On a cette chance-là, avec des investissements qui ont été très importants de la part des collectivités, avec aussi la chance quand même d'avoir le Val-de-Loire classé au patrimoine mondial, qui a mis en avant une dimension de haute qualité en matière environnementale, de paysage, de nature, et qui a donné une très forte notoriété. Entre les investissements et les aménagements pour faire de cet itinéraire un itinéraire assez sécurisé, une mise en valeur importante, des professionnels et des collectivités qui ont cru à cet itinéraire et qui ont mis en place des services. Vous savez qu'un itinéraire vélo, s'il n'y a pas de service, il fonctionne beaucoup moins bien. Oui. Là, on a justement... Des capacités d'accueil. On a les campings, on a les hôteliers, on a les chambres d'hôtes, on a le train, voilà. Et on a aussi des loueurs de vélos, on a des bagagistes, on a aujourd'hui vraiment une activité économique qui favorise finalement cette haute fréquentation. On est à 1 million de visiteurs sur la Loire à vélo. 1 million de visiteurs par an, et effectivement la Vélodyssée qui va croissant aussi. Donc ce sont là effectivement une capacité à développer un tourisme de nature, un tourisme économiquement très intéressant, car bien sûr quand on fait du vélo, le soir il faut quand même manger, et puis il faut trouver un lieu aussi pour être hébergé. Donc on a des personnes qui restent chez nous et effectivement qui utilisent les services appropriés. Alors ça tombe bien parce que la Loire à vélo, elle s'est étendue également à Saint-Nazaire. On voulait vous faire un petit focus aussi sur ce que fait Saint-Nazaire, qui a décidé de changer un petit peu la marque de son territoire en destination tourisme pour devenir le port de tous les voyages. C'est Éric Egon qui était à Saint-Nazaire la semaine dernière. À partir de cet été, Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine met en place un nouveau concept de communication. Son nom, Saint-Nazaire, le port de tous les voyages. Un concept qui a pour but de dynamiser l'offre touristique, la rendre plus visible et plus attractive. Il s'agissait de dire à Saint-Nazaire, c'est le port de tous les voyages. On peut faire 7 visites très différentes pour ne plus toucher terre. C'est-à-dire, on peut visiter Airbus, aller dans les airs, on peut visiter le sous-marin, aller sous la mer, on peut visiter un paquebot virtuel escale Atlantique, on peut aller voir l'écomusée, on peut aller visiter les chantiers de Saint-Nazaire où se fabrique le plus gros paquebot du monde, on peut partir en croisière et ainsi de suite. C'est un port qui réunit des voyages de dimensions très différentes. Les touristes pourront désormais choisir leur parcours en fonction de leurs envies et bénéficier de divers forfaits, passes ou combinaisons de tickets. Bref, le port de tous les voyages simplifiera les démarches. Autre nouveauté de l'été pour la ville de Saint-Nazaire, le pilote, un office du tourisme mobile. On veut aujourd'hui développer le tourisme sur l'ensemble du territoire de la ville, un tourisme à 360 degrés dans une ville qui évidemment a comme premier atout l'ensemble des visites du port, mais qui a aussi comme atout ses plages, son littoral, le parc naturel régional de Brière, parce qu'on ignore trop souvent qu'un tiers de la commune de Saint-Nazaire est dans le parc naturel régional de Brière. Et pour être auprès de tous nos visiteurs, on s'est dit que rien n'était plus efficace que d'aller à leur rencontre et que l'office de tourisme ait 4 roues et se déplace dans les différents quartiers. Et pour les amoureux d'histoire, l'application mobile La Traversée de Saint-Nazaire, qui permet de visiter et découvrir la ville en mouvement, se dote de 3 nouvelles balades disponibles dès le 7 juillet. On voilà réunis en un sujet, tout ce dont on a parlé à peu près, la numérisation aussi, le tourisme urbain, le littoral, la Loire également. Saint-Nazaire concentre un petit peu tout ça. C'est un exemple à suivre, ce qui a été fait à la ville de Saint-Nazaire. C'est un très très beau projet. J'espère que ça va marcher très très fort pour eux. On sent une inspiration de voyage à Nantes, ce port de tous les voyages. Mais franchement, voilà, moi je crois que c'est vraiment la bonne recette. Il faut qu'ils poursuivent. En tous les cas, voilà, j'espère une belle réussite. Voilà, une belle initiative pour aussi vous donner envie de rester en Pays de la Loire, pourquoi pas pendant ces vacances, évidemment, pour aller visiter que ce soit Saint-Nazaire, la Loire, le littoral ou faire de l'œnotourisme, comme on l'a dit. Merci Sophie Saramito d'avoir été avec nous. On vous garde quelques instants parce que c'est aussi la saison des festivals. Et ça aussi, ça fait venir des touristes.
Et je vous propose d'aller au Pèlerin avec l'association Get Up, qui est une association nantaise qui organise son deuxième Dub Camp Festival. Ce sera les 10, 11 et 12 juillet au Canal de la Martinière, au Pèlerin. Le dub, c'est quoi? C'est du reggae, du sound system. C'est un peu le festival de référence en plus au niveau national, voire européen. Ça avait très bien marché l'année dernière, 10 000 visiteurs. Alors ils remettent ça cette année. C'est un festival pour écouter du bon son et aussi pour danser avec des artistes qui viennent de toute l'Europe, du Royaume-Uni, de Hollande et aussi au-delà du Sénégal, du Japon et d'Afrique du Sud. Au programme, il y a notamment Chaka, Channel One Sound System ou Stand High Patrol. Entre autres, plus de 50 artistes sont attendus. Je vous propose de découvrir un petit aperçu en images et en son de l'ambiance du festival Dub Camp Festival. Voilà, un rendez-vous immanquable pour tous les amateurs de reggae avec une nouveauté cette année, c'est le petit plus, il y aura un petit train pour vous conduire de l'entrée du site sur le site avec de la musique bien sûr, puisque c'est le canal de la Martinière qui est interdit aux voitures pendant la durée du festival pour bien profiter de l'endroit. Sachez que le pass un jour, ça coûte 29 € en prévente, 33 € sur place. Le pass 3 jours, c'est 75 € et 82 € sur place. C'est important de dire les tarifs quand même, que vous pouvez vous procurer chez les disquaires de Nantes, One Ness, Record ou encore Méloman, ou encore à l'Intermarché du Pèlerin et tous les sites habituels. Et plus d'infos aussi sur le site internet du Dub Camp Festival. Si ça vous intéresse, il y a encore des places évidemment les 10 et 11 juillet au Pèlerin. Merci beaucoup à Madame Sarah Mito d'avoir été avec nous. Une invitée en chasse une autre. On va accueillir tout de suite Christine Kessler pour parler des Ripper Café. Il y a les cafés philo, les cafés concerts et désormais il y a également les Ripper Café dont la philosophie tient en une phrase, mieux vaut réparer que jeter. C'est ce dont on parle avec Christine Kessler. Bonjour. Bonsoir. Vous faites partie de l'association Les Amis de la Terre qui organise le Ripper Café au café chez mon oncle qui a lieu ce soir à 19h, tout à l'heure, dans quelques minutes, il est encore temps d'y aller aussi, mais qui est un rendez-vous récurrent, un rendez-vous mensuel, chaque premier mardi du mois. C'est vrai que les Ripper Café, ou cette philosophie de la réparation, il y a plusieurs associations qui s'en sont saisies, et vous aussi, vous en êtes saisis. C'est la 6e édition ce soir. En quelques mots, ça marche comment, un Ripper Café? Concrètement, comment ça se passe? C'est très simple, on a quelques réparateurs et on est ouvert. On accueille tout le monde avec des objets utiles, des objets du quotidien. Les objets cassés, on peut réparer, on peut faire de la couture, des petits appareils électriques, machines à pain, grille-pain. Tout ce qui traîne chez vous et que vous n'avez pas envie de mettre à la poubelle et vous vous dites peut-être que c'est réparable, vous n'osez pas l'ouvrir et nous on l'ouvre. Voilà, c'est ça. Alors vous, l'association Les Amis de la Terre, c'est une association aussi écolo, et donc derrière tout ça, il y a une philosophie, c'est aussi de lutter contre le vilain mot, attention, l'obsolescence programmée des objets. Ça veut dire aujourd'hui on vous vend une machine, on sait qu'elle ne va pas durer plus d'1 an. Vous luttez aussi un petit peu contre tout ça. Tout à fait. Les Amis de la Terre, depuis 2010, ont une campagne contre l'obsolescence programmée et agissent beaucoup dans ce sens, essaient de mobiliser un petit peu l'opinion publique sur l'obsolescence des produits, essayer d'acheter des produits plus durables.
Et aussi, du coup, de les prolonger leur durée de vie grâce à des Tout à ateliers comme ceux que vous organisez. Oui. Ça fonctionne bien, parce que voilà, vous avez un petit peu de recul là maintenant, puisque c'est la 6e édition ce soir. Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une demande à ce niveau-là ? Il n'y a pas forcément une demande, mais il y a une prise de conscience des gens qui fait que ça va aller au-delà de l'effet de mode. C'est quelque chose qui va s'installer dans la durée, je pense. Les gens sont de plus en plus conscients de l'impact sur l'environnement, sur leur vie aussi, sur leurs économies. Il n'y a pas que l'écologie, il y a l'économie. Oui, parce qu'évidemment, réparer, ça coûte moins cher en général que d'acheter. Oui. Enfin, surtout avec vous, puisque c'est gratuit, Voilà, on va le dire. Parce que c'est Tout aussi à fait. un des axes, c'est-à-dire qu'on peut réparer aujourd'hui, mais des fois, ça coûte plus cher que d'acheter un nouveau produit. C'est aussi la limite. Donc vous proposez aussi ce service gratuitement. Mais c'est aussi de montrer aux gens que c'est possible de réparer, que tout n'est pas perdu, même si les constructeurs font tout leur possible pour qu'on ait peur d'ouvrir les appareils qui nous vendent. C'est leur montrer aussi que, avec un petit peu d'assurance, on peut oser, de toute façon, fichu pour fichu, le grille-pain, autant de l'ouvrir, regarder ce qu'il y a dedans et voir si on peut intervenir. Alors, je vous propose de découvrir aussi un autre atelier de réparation qui avait eu lieu avec une autre association. C'est l'association notamment des Transformers qui a organisé cet atelier de co-réparation. C'était à Saint-Herblain en avril dernier et notre journaliste Denis Vanier s'y était rendu. Ça donnera un petit peu un aperçu de ce que sont ces ateliers de réparation. L'objectif, c'est de mettre en lien des gens qui ont envie de réparer leurs objets plutôt que de les jeter, qui en ont marre d'objets qui tombent en panne assez rapidement. On se dit qu'ils fonctionnent encore bien et qu'on n'a pas envie de les jeter. Donc du coup, l'idée, c'est de les mettre en relation avec des gens qui, eux, sont des bons bricoleurs, qui ont envie de passer leur expertise. C'est une poupée que je mets sur mon lit. Et c'est la jambe qui a cédé, quoi. Elle est cassée dans 2 endroits et on va dire l'autre jambe qui a cassé aussi. C'est de la chirurgie réparatrice. Moi, je n'y connais pas grand-chose en électronique, mais ça peut être une soudure, un condensateur qui lâche. Voilà, donc c'est idiot de jeter un appareil qui est relativement, qu'on peut fonctionner. La plupart des professionnels, ils cherchent plutôt des marchés conséquents pour que ce soit rentable, parce que la petite réparation comme ça, c'est pas du tout rentable. Voilà, même la couture, les retouches, quand on voit le prix pour monter une fermeture éclair, c'est hors de prix. Ça vaut même pas le coup parfois d'amener le vêtement. Donc, ça fonctionne. C'est le transfo. Alors ça, pour l'acheter, vous allez aller chez E44. Des manifestations comme aujourd'hui, puis il y en a d'autres, là, à la ressourcerie de Lille, avec la boîte à outils, c'est le même genre d'approche. Les gens qui sont peut-être pas trop argentés ou qui regrettent de devoir jeter quelque chose qui est encore propre et qui peut servir, pourquoi pas en faire un diagnostic, et si c'est simple, de le refaire partir pour une nouvelle vie. Ah oui, Voilà, je lui ai fait une opération Ah ben dis donc, du haut de la cuisse. vous êtes vraiment champion, hein. Voilà, vous faites aussi les poupées au Repair Café ? On fait tout. C'est possible aussi. Tout ce que vous voulez nous apporter, on essaye en fonction des réparateurs qui sont là ce jour-là, bien sûr. Alors justement, comment vous les trouvez, ces réparateurs-là, ces bricoleurs un peu magiciens, comme on a pu le voir ? Oui, tout à fait. C'est des volontaires. Alors nous, nos réparateurs, on les a rencontrés, on a fait 2 journées de la réparation, place du commerce. On a vraiment fait ça sur une journée complète. On avait 3 réparateurs juste qui étaient des amis et les gens sont spontanément venus vers nous et nous ont dit, moi j'ai quelques connaissances et si vous voulez faire quelque chose de récurrent, je serais intéressée pour participer. Oui, c'est des gens dont ça peut être le métier ou des bricoleurs du dimanche plutôt. Exactement, voilà, les deux. Donc on voit bien qu'on est aussi dans une transmission de savoir. On apprend aussi des petits gestes, des petits trucs à savoir pour éviter de jeter ces objets. Est-ce que ça signifie un peu qu'on est devenu moins bricoleur aujourd'hui qu'on l'a été à un moment donné ? Oui, les gens hésitent beaucoup plus. Les fabricants mettent beaucoup de freins, beaucoup de petites vis spéciales, beaucoup de petites choses qu'on n'ose pas démonter. Du coup, les gens hésitent. Et le propos, c'est aussi de montrer aux gens, mais prenez un petit tournevis et regardez ça commence ce qu'il y par a ça, dedans. juste déjà un petit tournevis pour ouvrir et puis ne pas avoir peur. Là, on avait vu un atelier de co-réparation qui avait lieu dans une maison de quartier. Vous avez choisi de faire ça dans un café. C'est aussi délibéré, que ce soit dans un endroit accessible, quoi. C'est juste un autre modèle parce que les deux formules sont tout à fait complémentaires. Nous, on s'est dit que c'était bien qu'il y ait une récurrence
et que les gens sachent que une fois par mois, ils peuvent trouver des réparateurs à tel endroit, à telle heure, et que du coup, ils y pensent et ils viennent. Alors que plus ponctuellement, au hasard, c'est moins, ça devient moins un réflexe pour les gens. Vous n'avez pas eu de plainte des couturiers ou des réparateurs qui se disent « Oh là là, et on nous fait de la concurrence déloyale finalement en proposant ce service gratuit ». Pas du tout. Non. Des réparateurs professionnels. Oui. Non, parce qu'en démontrant que c'est possible de réparer, en fait, on oriente aussi les gens vers les réparateurs. Parce que les gens, du coup, vont entendre parler de la réparation beaucoup plus et ça va plus devenir un réflexe. Et même si ils vont pas forcément s'adresser à nous, mais ils peuvent, du coup, chercher un réparateur, trouver un professionnel et se dire il y a une autre façon de faire que de jeter. Voilà, ce sera la leçon évidemment du Repair Café. Le rendez-vous ce soir à 19h déjà au bar chez mon oncle. Ça se trouve 16 rue d'Alger à Nantes du côté des chantiers navals. Et on le répète, c'est tous les premiers mardis de chaque mois. Petite coupure pendant le mois d'août, mais ça reprendra aussi en septembre et tous les autres mois. N'hésitez pas à franchir la porte et à apporter, pourquoi pas, votre grille-pain, votre lampe ou votre poupée. Merci beaucoup Christine d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.